Yelele, high tempo. Yelele, yelele, high tempo. Yelele. Hey. Hey, tu nous reconnais, c'est l'équipe des braves. On avance malgré les difficultés, toujours calé. Tant qu'il y a bataille, jamais découragé. On a connu des hauts et connu des bas. Les ennemis paraissent grands, mais nous c'est David et eux c'est Goliath. On gagnera. Alors, c'est un plaisir pour moi de participer à ce panel comme modérateur. Reda, il y a quelques temps de cela, m'a appelé si je pouvais le faire. Bon, j'avais du mal à refuser. Donc, nous voici. C'est un panel qui est, je pense que c'est, le chant pour ma paroisse, c'est le panel le plus intéressant de jour. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir, autour de moi, il y a des gens qui ont des qualités, et le contenu, je pense que intéresse tout le monde. Il y a beaucoup de personnes inscrites en ligne, également la salle est presque pleine. Alors, parlons de notre panel. Aujourd'hui, on est sur le sujet cybersécurité et IA, intelligence artificielle, défendre l'Afrique numérique. Alors, quand on parle de défendre l'Afrique numérique, c'est un sujet qui suscite énormément d'intérêt, d'où la présence dans la salle RD, comme on témoigne de la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons explorer les dimensions critiques de la cybersécurité et le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans la protection de nos infrastructures économiques. L'Afrique, à l'instar du reste du monde, merci pour le micro, vit une transformation numérique rapide. Avec cette évolution, la nécessité de protéger les données devient primordiale. Nous devons comprendre les défis uniques auxquels notre continent fait face en matière de sécurité et identifier les solutions innovantes afin de répondre. On parle de High-Tech Innovation Summit. Donc il y a innovation, passer d'un point à un autre. Alors, la prolifération des technologies numériques a augmenté la vulnérabilité aux cyberattaques. La protection des données personnelles et sensibles est une priorité absolue. Alors, quelles sont les mesures en place et comment pouvons-nous les améliorer? Et surtout, quelles sont les méthodes que nous devons mettre en place pour être à la pointe des techniques de défense? Quelles sont les menaces les plus pressantes pour l'Afrique et quelles stratégies devons-nous adopter pour y faire face efficacement? L'intelligence artificielle offre des outils puissants pour détecter et neutraliser les cybermenaces, les cyberattaques. Cependant, elle présente des risques si elle est mal utilisée. Comment pouvons-nous exploiter le potentiel de l'IA pour renforcer notre cybersécurité tout en minimisant les dangers associés? Alors, pour répondre à ces questions, je jouais ce rôle de modérateur. Comme a dit la présentatrice tout à l'heure, je suis Modibo Samake, conseiller à la primature sur la question numérique. Précédemment, j'étais au secrétaire général de la présidence et avant ça, j'ai passé plusieurs années au ministère en charge de l'économie numérique. Donc quand même, en Côte d'Ivoire, ça fait une dizaine d'années qu'on essaye de faire bouger les choses au niveau du numérique. Et étant rentré de l'Occident en 2014, nous avons fait beaucoup de choses. Le panel que vous voyez ici, c'est un panel très puissant. Moi, je les appelle très puissants. Donc, je vais tout à l'heure laisser l'opportunité à chacun d'entre eux de se présenter, parce que pour moi, nul ne peut se présenter mieux que lui-même. Mais je vais leur poser aussi une question additionnelle. Quand ils se présentent, ça c'est le volet professionnel, mais j'aimerais aussi qu'ils partagent avec nous c'est quoi leur passion. Je ne pense pas que la plupart d'entre eux, leur passion se limite au numérique, ou bien à la cybersécurité, ou bien aux technologies. Il y a aussi d'autres choses. Bon, ça nous permet de briser la glace, comme on dit. Moi, j'adore la musique, j'adore le cinéma, j'adore les séries Marvel Studios. Bon, je n'ai pas encore choisi mon nom de super-héros, mais ça viendra peut-être d'ici la fin. Alors, donc par ordre, je vais laisser d'abord mon collègue, M. Bakayoko, se présenter. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir, merci à l'architecte d'avoir organisé ce forum-là qui donne l'occasion en fait aux acteurs en fait,
numérique en général et en particulier tout ce qui tourne autour de l'IA et ses dérivés dans l'écosystème local. En tout cas, c'est une belle initiative, en tout cas, félicitations encore. Donc, bon, pour me présenter, moi je m'appelle Abdallah Kayako, on l'a dit, tout à l'heure, je vais la présenter, ça a eu du mal à prononcer le nom de la structure, ça s'appelle GS2E. Nous savons que GS2E, c'est un GIE, en fait, historiquement créé par CIE Solici pour pouvoir mutualiser un certain nombre de services, dont le système d'information. Donc, en réalité, je suis le responsable du système d'information du groupe. Aujourd'hui, le GIE travaille non seulement pour CIE Solici, mais pour l'ensemble des filiales d'un groupe de notre maison mère qui s'appelle Eragon. Et donc on a des clients en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Gabon, et même en France aujourd'hui, puisque le siège à Paris est géré par nous. Historiquement, moi-même j'ai été entre 1997 et 2001 DSI de CIE, puis après je suis parti en France où j'étais RSSI du groupe Bouygues pendant 2 ans, de 2001 à 2003, et puis ensuite j'ai été DSI du pôle construction du groupe Bouygues Construction pendant une dizaine d'années jusqu'en 2012. Et en 2012, en fait, j'ai quitté complètement la partie informatique. J'ai travaillé dans la partie énergie, puisque moi-même je suis ingénieur d'électricité de formation. J'ai été le directeur de développement du pôle énergie de Bouygues en Afrique pendant 4 ou 5 ans jusqu'en fin 2017. Et puis en 2017, quand le groupe Eragon a mis en place, a regroupé l'ensemble de ces structures informatiques pour créer le GIE, j'ai été nommé à la tête de ce GIE que j'ai dirigé depuis 2017 jusqu'à ce jour. Donc voilà, mon petit parcours. Merci. Alors, pendant que aujourd'hui, il est étudiant dans la musique, mais c'est pas. Moi, je suis un grand footballeur. Le dimanche, je joue, si vous voulez vérifier, je joue souvent avant-centre, je marque souvent des buts. Même si ma femme a des doutes sur les buts que je marque, ça arrive quand même. Et puis bon, en termes de supporter, je supporte l'Olympique de Marseille, c'est dur en ce moment. Mais je suis quand même un supporter, un fervent supporter. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci bien, monsieur le conseiller. Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis monsieur Touré Abdoulaye, conseiller directeur de la sécurité et des bases de données de la présidence. Donc, on va dire que je suis un ex-auditeur du cabinet PricewaterhouseCoopers, donc responsable de la partie Ouest Afrique. Et dans le développement de notre parcours professionnel, nous avons eu l'immense honneur entre 2017 et 2019 d'être le premier responsable de la sécurité des systèmes d'information de la radio-télévision ivoirienne. Donc nous avons conduit tous les grands projets de refonte de la télévision ivoirienne, ce qui fait que la télévision ivoirienne est aujourd'hui, sans frustrer, on va dire, nos partenaires et nos amis des autres pays, une télévision à l'ère du digital. Et par la suite, nous avons rejoint la présidence de la République pour conduire et mener des projets structurants qui ont impacté tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau de la défense, mais également au niveau des plans stratégiques. Donc aujourd'hui, je le devais à Reda, nous sommes plusieurs fois parlé, et malgré mon état de santé, c'était un impair de ne pas pouvoir être là pour honorer son événement. Donc je suis heureux d'être ici et on espère que les débats seront constructifs et que nous aurons apporté une pierre à cet édifice qui est en train d'être construit par Hightech et d'autres challengers dans ce domaine et dans cet écosystème de Côte d'Ivoire. Alors, moi par contre, je suis passionné par la lecture et la chose sociétale. Donc pour moi, il n'y a pas d'innovation ni de leadership si on n'arrive pas à pouvoir s'inspirer de la lecture. Nous lisons peu, nous apprenons peu. Parce que tout simplement, tout va vite. Parce que tout simplement, il y a de l'intelligence artificielle. Parce que tout simplement, tout est accessible. Mais au-delà de ça, c'est que le leadership est la chose qui doit
prévaloir dans l'ensemble de nos actions. On peut être jeune et impacté, on peut être vieux et impacté. Le plus important, c'est que nos esprits soient toujours cultivés et soient toujours enrichis de la lecture. Donc, pour répondre à la question du cher frère, monsieur le conseiller, c'est que nous adorons la lecture et nous sommes très peu sportifs. L'équipe a bien, donc pendant que je joue la musique, il dribble les gens pour marquer, et puis bon, voilà, je vous donne les dimensions sociétales de la musique et du foot. Alors, fort à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Mesdames, merci infiniment encore pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui parce que, en tant qu'acteur de l'écosystème AgTech et Antioli, déjà, et voir la réunion d'autant de personnes, d'entités structurantes et importantes de l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire, mais pas seulement, c'est vraiment une fierté d'en faire partie. Vraiment, merci encore pour l'invitation et félicitations AgTech. 20 ans, c'est, comme on dit, 20 ans, c'est pas 20 jours. Donc bravo et bon courage encore pour la suite. Donc, moi je m'appelle Franck Guillet. J'ai commencé ma carrière il y a 10 ans dans le conseil financier, en cabinet de conseil chez Deloitte, on ne peut pas les donner. Et ensuite, après quelques années, j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Donc, je suis allé plutôt dans le domaine de la cybersécurité. J'ai travaillé ensuite à Paris en cabinet de conseil aussi. Vraiment sur le volet cybersécurité, où je travaillais principalement pour des entreprises du CAC 40 en fait, sur les questions de gouvernance, gestion de risque et conformité. Et puis, il y a à peu près 2 ou 3 ans, sur le portail en Côte d'Ivoire, ce n'était pas, on va dire, priorité initialement de cette façon-là, mais quand j'étais à Paris, en fait, j'ai lancé une initiative qui s'appelle CyberOps, qui, à l'époque, en tout cas, était le premier portail d'actualité cybersécurité en Afrique. Et depuis ce portail, on a eu l'idée de faire un événement, le Cyber Africa Forum, dont la 4e édition a eu lieu il y a quelques mois encore ici à Abidjan. Et quand j'ai vu dès la première édition l'engouement, justement, l'intérêt que ces questions-là pouvaient susciter ici en Côte d'Ivoire, mais pas seulement, parce qu'on a eu plusieurs participants qui viennent de la sous-région. J'ai même été étonné de voir qu'après la 2e et 3e édition, il y a des personnes qui venaient spécialement d'Europe, d'Amérique et même d'Océanie pour y participer. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, et comme je ne pouvais pas concilier les deux, j'ai décidé de m'installer définitivement, mais pas que pour faire cet événement-là, parce que ce n'est pas mon métier, mais surtout pour, on va dire, mettre à profit mes compétences dans le domaine du conseil. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Cyber Consulting, qui intervient sur les problématiques dont je parlais, de gouvernance de sources de conformité. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais essayer d'apporter ma modeste expertise. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'IA en tout cas, mais c'est un sujet qu'on est obligé de regarder aujourd'hui à cause de son importance, à cause de sa démocratisation et des applications qu'elle peut avoir dans nos vies quotidiennes. Et sur le volet, on va dire, hobby, donc voilà, j'ai un très beau volet musique aussi. Mais aussi sport, football, mais ici c'est Paris. C'est parfait. Très bien. Merci vraiment pour cette présentation succincte aussi de vos passions. Notre panel aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, cybersécurité et intelligence artificielle. C'est 2 sujets aujourd'hui qui sont d'actualité. Quand vous tournez à droite, on parle de cybersécurité, vous tournez à gauche, on parle d'intelligence artificielle. On est monté par ces termes. On a plusieurs définitions pour ces termes. On parle de cybercrime, on parle de on parle d'attaqueurs, on parle de ceci, on parle de cela. Mais j'aimerais que vous puissiez définir pour nous cybersécurité, démystifions en fait dessus. Cybersécurité, qu'est-ce qu'on entend par cybersécurité? Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Et puisque dans notre panel on parle de comment protéger l'Afrique numérique, je vais converser dans un contexte africain. Peut-être que ces 2 termes-là, si on peut donner la définition trop égalisée, ça va nous aider.
Donc je commence avec qui? Le premier qui se sent impliqué. Alors, je pensais peut-être, je ne suis pas spécialiste d'intelligence artificielle, mais comme il dit, c'est tellement dans toutes les sources aujourd'hui qu'on est obligé de s'intéresser au sujet. Et donc, moi, j'ai ma définition à moi, c'est que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est tous les mécanismes et algorithmes qui sont digitalisés pour pouvoir faire simuler l'intelligence humaine. Alors, l'intelligence humaine a 5 principales caractéristiques. La première, c'est la perception. Moi, je perçois les choses et tout ça, je pense que ça fait partie de l'intelligence. La deuxième, c'est la mémorisation, parce que si vous percevez les choses, il faut être capable de mémoriser. Donc, les algorithmes qui sont mis en jeu dans l'intelligence artificielle servent également à mémoriser les données pendant la phase d'apprentissage. Le troisième élément, c'est la capacité de calcul. D'ailleurs, c'est un peu la différence entre les autres et puis les ordinateurs, parce que la capacité de calcul est quasiment infinie. Nous, pendant ce temps, on met du temps pour pouvoir faire certaines choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils vont beaucoup plus vite. Ça, c'est la troisième caractéristique. Pour moi, la quatrième, c'est la communication, la capacité de communiquer en fait ces informations-là, et pour qu'elles soient compréhensibles aux usagers en fait, du système. Et puis, le cinquième élément, c'est tout ce qui est lié à cette capacité exécutive de pouvoir prendre des décisions sur un certain nombre de sujets. Et par rapport à ça, aujourd'hui, moi je le fais parce que je veux prendre un peu de temps là-dessus, parce qu'on va parler de cybersécurité, parce que pour pouvoir parler de risque, il faut, de protection, il faut savoir quel type de risque on a en face. Et donc, pour pouvoir mettre en route ces intelligences artificielles, il y a trois méthodes qui s'utilisent. La première chose, c'est les règles qu'on définit pour pouvoir attraper le moteur d'intelligence artificielle. Je prends l'exemple sur ChatGPT 3.5, le 4, je n'ai pas vu avoir les chiffres, là. Et puis il a utilisé 175 milliards de règles pour pouvoir faire arriver au niveau où il est aujourd'hui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning qui permet en fait d'apprendre un certain nombre de choses. Et dans le cas de ChatGPT 3.5, il y a ces 500 milliards en fait, de données qui ont été mises à disposition. Ils ont pris pendant toute la base de données de Wikipédia, ils ont pris un site qui s'appelle Reddit.com, qui est un site de rencontre des hommes américains blancs de 27 ans. C'est donc vous allez voir où je vais en venir. Et donc, en fait, une fois, et toute la problématique en fait de ces intelligences artificielles-là, c'est qu'il faut leur donner un certain nombre de choses et en retour, ils sont capables d'analyser et puis de pouvoir situer les choses et de pouvoir faire des raisonnements. Et donc, vous comprendrez bien que ces machines-là ont bien en fait une tendance liée à la culture, à la morale et à l'éthique de ces éditeurs. Donc, pour l'instant, comme on n'a pas de moteur africain, vous voyez le premier problème pour nous les Africains, parce que à l'instar du cinéma hollywoodien à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui nous a insidieusement imposé le guide de Coca-Cola comme norme, aujourd'hui, si on ne va pas garder en Afrique, on va se retrouver également au niveau culturel en train de se faire annihiler par un certain nombre de choses. Donc moi, la première chose, c'est de dire est-ce que l'Afrique est prête ou en tout cas est en mesure de mettre en place ses propres moteurs avec ces règles-là, avec ces données à lui, parce qu'aujourd'hui, nos données ne sont pas présentes là-dedans. Et donc ça c'est vraiment le bien culturel, moi, un des plus gros risques qu'il va falloir adresser. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Et puis sur la partie cybersécurité, je dirais que alors, le mot cybersécurité pour moi est un peu restrictif. Pour la simple raison que en fait, cyber, en fait, ça fait mention au cyberespace, alors que la sécurité informatique pour moi est beaucoup plus large que la partie cyber. Et donc, les intelligences artificielles aujourd'hui, elles sont capables de simuler n'importe quel élément, d'écouter n'importe quelle conversation pour pouvoir la répéter ou de pouvoir simuler un certain nombre de comportements. Moi, ceux qui vont sur les réseaux sociaux, vous voyez tous les jours le présentateur de votre journal préféré, en fait, qui est en train de faire la publicité d'un produit que vous ne connaissez pas, vous savez, comment est-ce que vous pouvez faire ça aujourd'hui? En réalité, c'est tout ça. Et donc, ça, c'est le gros sujet qui va falloir adresser, la problématique de la sensibilisation, l'authentification des informations.
Donc voilà, moi je dirais, voilà ce que je peux dire à la partie politique. Franck. D'abord, ok, vas-y. Alors, je veux rebondir sur le propos de M. Bakayoko. Merci bien, M. Bakayoko. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on ait peur et qu'on puisse partager cette peur d'innovation et de changement. Alors, mon intervention va s'articuler autour de 2 points. La définition et notre perception au niveau de l'État, de la gestion donc de la partie cyber security, mais également de la partie IA. Aujourd'hui, depuis les années 2000, on a vu une explosion de l'utilisation de l'informatique, de tout ce qui est moyen de paiement électronique. Vous partez sur Google, vous tapez définition de la cybersécurité. Ils vont vous parler essentiellement de 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'aspect organisationnel. Le second, l'aspect humain. Et enfin, c'est l'ensemble des techniques qui visent essentiellement à protéger l'ensemble des données contre des menaces. Donc, dans cette définition, nous avons plusieurs acteurs qu'il faut prendre en compte et l'adapter à notre quotidien et à l'évolution justement de nos connaissances au niveau des systèmes d'information. Ça, c'est le premier point. Pourquoi le faire? Parce qu'il faut qu'on puisse garantir une certaine confidentialité et une certaine intégrité de nos données. Aujourd'hui, la guerre, c'est les données. Et ces données-là, dans le plan du président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, dans sa vision, dans la mise en place des politiques structurantes, a pensé depuis 2021, au travers du plan national, de la stratégie nationale du développement numérique, qui a été adopté d'ailleurs le 22 décembre 2022 au Conseil de ministres, à mettre en place un cadrage. Et ce cadrage-là est basé sur 7 piliers. Nous reviendrons sur ces 7 piliers. Et ça, c'était le deuxième point dont je parlais en ce qui concerne la partie organisationnelle, le cadrage. Et enfin, au niveau des hommes, de l'humain. Dans ces 7 piliers, vous verrez, parlons de la compétence, mais également de l'innovation. Dans lesquelles s'inscrit justement les actions de high-tech. Et encore félicitations pour vos 20 ans. Mais lorsqu'on utilise des données sur le digital, en ligne, et pour nous le terme cyber security n'est pas galvaudé, en ce sens que nous parlons de la sécurité en ligne. Et ça, il y a une nuance et une discussion au commun des experts de parler uniquement de la sécurité informatique ou de parler encore du cyberespace qui englobe et qui est beaucoup plus large. Mais lorsque nous utilisons l'ensemble de ces données, que nous utilisons TikTok, que nous utilisons Yango, qui sont aujourd'hui, chers confrères, dans l'actualité, dans la vie des populations ivoiriennes et même africaines, avec le plus fort taux de pénétration de tout ce qui est e-monnaie, nous laissons des traces. Donc nous sommes connectés. Et nous donnons des informations qui sont exploitables. Par qui? Par les hackers ou les white hackers. C'est des éléments justement qui seront bien développés par le confrère Franck, beaucoup plus spécialiste sur la question de cybersécurité. Donc en somme, la cybersécurité et l'intelligence artificielle sont très voisines dans notre impulsion socio-économique et il est important de pouvoir regarder ces 3 piliers, technique, organisation et humain. Bien sûr, on peut les décliner en action dans la stratégie de gouvernance tant pour le secteur public que pour le secteur privé. Je pense que l'essentiel a déjà été dit. Moi, la seule chose que je pourrais dire en plus, c'est quand on parle justement de cybersécurité et d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'aujourd'hui, de façon concrète, parce que je pense que c'est ça la fin de la question, cela s'applique à nos vies. Il faut faire de plus en plus attention, je ne veux pas être alarmiste, mais nous vivons dans des environnements où la plupart des usages qu'on fait deviennent de plus en plus numériques. Comme le directeur Traoré l'a dit, on laisse des traces.
Mais il y a aussi cette question qui pour moi est absolument cruciale de la souveraineté qu'on fait de ces données-là et de ces usages. On n'est pas encore en retard. Je pense que des initiatives comme celle-là, d'autres d'ailleurs, permettent de toucher du doigt de façon précise quels sont les enjeux et quelles sont les stratégies et les actions à mettre en place. Et si derrière, elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, on risque de rater le train. Parce qu'il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas espérer évoluer dans un monde où la quasi-totalité des technologies qu'on utilise ne dépend pas de nous. Nous n'avons aucune souveraineté ou propriété sur celle-ci. Tout à l'heure, M. Bakayoko parlait justement des données qu'on nourrit par rapport à l'intelligence artificielle. Et si aujourd'hui vous prenez par exemple un outil comme ChatGPT, pour le citer, c'était tout à l'heure que vous demandez décrivez-moi qu'est-ce qu'un beau bébé, il sortira la photo d'un bébé blanc. Parce que cette intelligence artificielle justement a été nourrie par les personnes de cet environnement-là. Donc si aujourd'hui nous ne prenons pas d'action pour développer nos propres modèles, excusez-moi si je ne suis pas complémentaire à le consulter, je ne suis pas un expert, mais nos propres modèles, que nous ne les nourrissons pas de nos propres données, que nous n'avons pas nos propres capacités de stockage localement, tout ce qu'on est en train de dire en fait sera en vain. Parce qu'effectivement, à un moment donné, on se retrouve dans un monde où les choses sont de plus en plus digitalisées. Quand on parle de cybersécurité, c'est aussi parce qu'on peut être assis en tête d'ivoire et se faire attaquer par des hackers qui viennent, je ne vais pas citer de pays, mais de pays occidentaux, américains, ou qui peuvent ne même pas se permettre de ne même pas nous répondre. Comment est-ce qu'aujourd'hui, la vraie question quand je parle de souveraineté, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à s'unir d'une façon ou d'une autre, parce que nous, Côte d'Ivoire, en tant que tel, je ne pense pas qu'on pourra faire le poids non plus tout seul, mais comment est-ce qu'on arrive à s'unir, à réfléchir, à s'allier pour pouvoir faire un contrepoids face à ces gens du numérique, face aux pays justement qui ont réussi à être des moteurs sur ces sujets-là. Mais il faut d'abord une volonté, il faut de l'investissement. Quand on a des pays comme Singapour qui aujourd'hui ou la Corée du Sud d'ailleurs, qui a eu des budgets extrêmement importants dans la formation, dans la recherche, pour stimuler et pour créer une vraie économie autour de ces sujets-là, je me dis qu'on a encore des choses à faire. Après, nous ne sommes pas aussi au même niveau de développement que ces pays-là, donc peut-être pas les mêmes, je ne sais pas si vous dire priorité, mais la priorité ça se choisit, hein. Si quelque chose devient une priorité, ça en devient une. Maintenant, je ne dirais pas non plus qu'il n'y a pas des choses qui sont faites dans ce sens-là. La Côte d'Ivoire mène des actions, comme le directeur le disait tout à l'heure, il y a une stratégie nationale de cybersécurité qui a été adoptée fin 2022, et une agence nationale qui est en cours de création sur la cybersécurité. Mais il faut faire extrêmement attention, à mon avis, à ne pas rater ce train-là, parce que si on le rate, après ça risque d'être un peu compliqué par la suite de le rattraper. Merci. Ce que moi je retiens de vos trois interventions, c'est qu'effectivement la cybersécurité classique n'est plus d'actualité. Ça ne se limite plus à la protection des infrastructures numériques dans les têtes, puisqu'il y a, comme je le disais, la capacité aujourd'hui en utilisant l'IA qui permet par exemple de faire une personnification de quelqu'un. Tout ça, ça rentre dans la cybersécurité. Donc aujourd'hui, c'est un domaine qui est beaucoup plus large et qui a beaucoup de défis. L'un des défis que Franck a relevé, c'est justement la question de la donnée. Nous n'avons pas sur de données disponibles. Et bon, si on cherche le bébé idéal, comme on l'a dit, on trouve un bébé blanc. Mais il y a, sur le point de vue de l'État, qui doit aussi aider à encadrer toutes ces choses, toute une stratégie qui est en train de se mettre en place. Alors, quand on regarde tous ces éléments,
quels sont, on a déjà identifié quelques principaux défis à donner, le fait que il y a sans doute aussi le niveau d'innovation ou de recherche qui se passe dans les pays. Mais pour nous, en Afrique, on parle de défense. Donc, quels sont les défis que nous avons pour pouvoir défendre réellement nos infrastructures, pour pouvoir défendre les données que nous avons, que nous produisons, et comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce que l'IA aujourd'hui apporte. Parce que l'IA aujourd'hui, ça s'applique quasiment dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de façon pratique? Et aujourd'hui, on veut avoir des solutions. Alors, donc, je demande d'emboîter le pas. Quels sont les éléments pratiques? Bien entendu, je vous le donnerai, et il y a un volet sur lequel je voudrais qu'on touche tout à l'heure, qui est précurseur tout ça. Je vais en parler d'un seul, parce que je pense qu'il y a pas mal de matière à dire. Je peux répondre à la question pendant au travers, mais je vous laisserai néanmoins l'opportunité aussi à mes compagnies de pouvoir s'expliquer sur le sujet, parce que je pense que c'est un point qui est vraiment important et qui nous touche tous. Mais pour moi, et on parlait d'ailleurs tout à l'heure avant le panel, le capital humain, la ressource humaine. Si on veut, un tant soit peu, à un certain moment donné, espérer arriver au même niveau que les plus grandes nations du monde sur les questions de cybersécurité, d'intelligence artificielle et de numérique, il faut des hommes. Pour la simple bonne raison que même si on parle d'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle, qui est-ce qui la met en œuvre? Elle ne se met pas en œuvre toute seule. Ce sont des hommes qui la mettent en œuvre en fait à la fin de la journée. Et donc, si on arrive à pouvoir former localement, ou pas d'ailleurs, mais sur les personnes qui partent se former mais qui reviennent ensuite, si on peut former localement, c'est encore mieux. Si on se forme localement, plus on a de comment dire, de capital humain et de ressources disponibles, et plus on peut faire face aux défis qu'on a devant nous. Donc, si on arrive à former suffisamment, on peut ensuite capitaliser sur la puissance que l'IA peut permettre d'avoir et donc de développer et d'augmenter de façon exponentielle le potentiel ou la productivité d'une certaine activité et donc améliorer le rendement de nos entreprises, de nos pays et de notre écosystème. Donc pour moi, si on parle de défense, si on parle d'avenir numérique, si on parle de sécurité, le premier point essentiel pour moi, c'est la formation. Comment on se forme, comment on fait pour avoir des PhD en intelligence artificielle, en cybersécurité, comment on peut en avoir plus, que ce ne soit pas des exceptions, mais que ça devienne la norme. Aujourd'hui, on a quelques écoles ici qui forment à un très bon niveau. Chaque année, on a à minima, je crois, une dizaine d'étudiants ivoiriens qui sont à Polytechnique, parfois qui sortent de major de production. Mais ces jeunes gens, quand ils vont, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils restent en Europe, justement, par exemple, ou aux États-Unis pour alimenter ce vivier? Est-ce que c'est une réelle problématique? Je suis absolument d'accord avec toi. Le défi principal pour nous, aujourd'hui en Afrique, c'est le capital humain. Et en réalité, c'est le seul élément qu'on a qui peut nous permettre d'être au même niveau et de compétir. La bonne question, est-ce qu'on est capable de les maintenir? Alors, je parlerai pour vous qui aujourd'hui gérez l'une des plus grandes infrastructures du pays. Vous avez CIE, vous avez SODECI, vous avez quasiment toute la population active. Vous voyez qu'il y a un compteur SODECI ou compteur électrique dans votre base de données. Mais est-ce que vous avez les ressources? Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour gérer cette infrastructure, d'aider à apporter les innovations nécessaires et aussi de protéger vos infrastructures, parce qu'il s'agit là aussi. Moi, par exemple, on a une facture d'électricité de 200 000 francs, plus de 300 000, si on peut utiliser un peu de cyber, quelque chose pour réduire la facture, pourquoi pas. Donc, de façon concrète, comment est-ce que vous arrivez à avoir le capital humain, dans un premier temps, de le garder ici? Et est-ce que vous avez toutes les franges pour protéger les infrastructures que vous avez? Merci. Je pense que, voilà, on est dans l'écosystème ivoirien, c'est-à-dire qu'on est confronté
aux différents défis dont on a parlé tout à l'heure. Mon première intervention, c'était sur les défis culturels. Je pense que allô, Franck a parlé de la partie l'acquisition et la fidélisation des talents, c'est un grand sujet. Je dirais que moi, il y a un troisième facteur qui est la disponibilité des infrastructures de stockage, notamment tout ce qui est cloud et tout ça. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'ensemble de l'Afrique, en fait, la capacité de stockage de l'ensemble de l'Afrique au niveau mondial représente 1,3%. C'est-à-dire qu'on a aussi gros que la Suisse. La Suisse, tout seul, en fait, c'est la capacité de la Suisse et toute l'Afrique. Donc aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que nos données ne sont pas dans les 1,3%, on a beaucoup de données que ça. Donc aujourd'hui, on va stocker nos données dans des bases de données qui se trouvent à l'extérieur du continent. Ça, c'est vraiment le premier problème. Parce que pour protéger quelque chose, il faut que tu aies les moyens. Nous, derrière, aujourd'hui, au niveau réglementaire, l'État a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Je vais citer la RTC, je ne sais pas si elle est représentante. Il y a 2 ans, ils ont produit un décret sur la sécurité des infrastructures vitales pour l'économie nationale. Et nous, on fait partie de cette catégorie-là. Et cette catégorie-là, on a l'obligation de faire un certain nombre de choses, dont même l'obligation, en fait, d'avoir des certifications au niveau ISO sécurité à terme. Ça, je pense que c'est déjà un premier grand pas vers une réglementation et une protection en fait, des données. Et aujourd'hui, force est de constater qu'à défaut en fait, d'offres suffisantes de stockage au niveau local, ce qu'on a convenu avec la RTCI, c'est de dire on va stocker une partie de nos données à l'extérieur en prenant le soin de nous assurer que la réglementation qui régit ces données-là sont semblables à l'autre. Voilà l'arrangement qu'on a trouvé. Je pense que c'est vraiment un des gros défis. Je pense que dans l'intervention du modérateur, il a dit que le partenariat entre le secteur privé et public, ça va être de dire au niveau de la partie infrastructure, là, qu'est-ce qu'on fait dans le l'avenir? Parce que si vous n'êtes pas propriétaire de vos données, si vous n'êtes pas capable de contrôler vos ressources aujourd'hui, on voit bien que certains États attirent les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, ils arrivent, mais ils n'ont aucun moyen de les contrôler. Ils ont un certain nombre d'informations, ils les prennent et puis ils en font ce qu'ils veulent. Donc moi, effectivement, on est confronté à ces défis-là. Au niveau des talents, parce que je pense que la question là-dessus, moi je veux le dire, mais c'est aujourd'hui le taux de déperdition au niveau informatique. Les développeurs, c'est 21%, entre 21 et 25% là. Et en général, ils ne partent pas dans la sous-région, ils ne partent pas à Abidjan, ils partent de l'autre côté de la mer. Donc si chaque année on perd un quart de l'effectif, parce que nous, on va être sûr, quelle que soit d'ailleurs les raisons, hein, je pense que là-dessus, on a un vrai sujet. Donc, à côté de cela, je le disais juste avant le panel, on a beaucoup de nos jeunes qui sont encore dans la rue en train de faire la téléphonie, en fait, les cabines téléphoniques, sur des BTS pour lesquels, en fait, je pense qu'on pourrait réfléchir à des mécanismes de formation continue pour pouvoir les rattraper et les intégrer à ces. Donc voilà, donc je pense que les jeunes n'ont pas peut-être dans le Très bien. En fait, ces ressources-là, on a un taux de déperdition important, mais on a aussi des jeunes talentueux qui parfois reçoivent les appels d'écouteurs. On doit créer les conditions pour les récupérer dans nos entreprises. Parce que ceux-là, ils resteront et ils vont aider à renforcer les infrastructures. Mais avant que mon collègue n'intervienne, je peux revenir un peu sur l'aspect IA. Vous savez, aujourd'hui, nos infrastructures, je regarde un peu quelques statistiques, on dit 5% des professionnels de la cybersécurité attribuent l'augmentation des cyberattaques à l'utilisation de l'IA générative par les cybercriminels. C'est-à-dire que nos infrastructures sont attaquées à un niveau qu'on n'imagine pas. Avec même la technologie, avec l'IA, et peut-être qu'on n'a même pas la capacité de les détecter. Donc il faut les ressources qui s'y connaissent, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il faut des l'IA. Donc peut-être que tu voudras laisser ce volet-là, d'abord rebondir sur la question des ressources humaines, ensuite adresser ça. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je pense, en écoutant les copanélistes, c'est qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de ressources, et il y a l'environnement qui doit être renforcé. Mais la question, c'est comment défendre
l'Afrique, et quelles que soient les méthodes qui sont mises en place, c'est les populations, c'est l'environnement, c'est le milieu qui doit le ressentir. On va sentir l'impact sur les utilisateurs justement de ces espaces. Le premier point, soyons donc pratiques. Pour nous, le premier point, et qui est important, quel que soit le système de formation qui est mis en place, déjà pour le point de la formation, le deuxième point de mon intervention parlera de l'implication de l'IA et l'adaptabilité justement de l'IA dans les modules de formation afin de répondre et nous mettre à niveau sur l'ensemble de nos compétiteurs. Donc, c'était le premier point, c'est ça. Le premier point, c'est de pouvoir renforcer la collaboration entre le secteur public-privé autour d'un environnement cadré, motivé, entretenu et stimulé par le gouvernement. On a deux difficultés à ce niveau. Premièrement, la lenteur administrative, parce que pour répondre à la problématique du confrère, Bakayoko, c'est que, et pour aller dans le sens de Franck, nous sommes en train de mettre en place un data center national. Mais ce data center national a été décidé dans le plan stratégique de 2021-2025. Donc, première problématique, c'est la lenteur administrative. Ça, il faut qu'on puisse en parler. Le deuxième point, c'est l'implication, et ça, on essaie de mettre en place un cadre de discussion et collaboratif sur la question, l'implication des sachants ivoiriens, africains, à s'intéresser au retour et à la participation justement de la construction de l'écosystème. Si un jour nous voulons construire des moteurs de recherche à l'image de Google, ou avoir grâce à l'IA un beau bébé africain, peut-être Bété, Djoula, Annie ou je ne sais pas, il faudrait que nos sachants puissent être intéressés par l'Afrique. L'Afrique n'a pas forcément les mêmes moyens de déploiement et les mêmes capacités financières dans l'injection de tout ce qui est programme de développement. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons 2 000 milliards. 32 réformes, 96 projets. Pour la partie cybersécurité, nous avons 21. Aujourd'hui, nous sommes à l'exécution que de 17. Et ces 17, il y en a 4 qui sont terminés. Et nous avons encore 14 qui sont en cours. Problème de mobilisation de fonds, recherche de ressources adaptées, modèles pour pouvoir mettre en place des machine learning et des retours. Ça, c'est les difficultés auxquelles le secteur privé peut participer. Mais nous avons aussi l'impression que nos sachants à l'extérieur sont très très loin de nous et qu'ils attendent toujours que nous tendons la main. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, lorsqu'on parle donc de recherche et de formation, afin d'avoir des experts en la matière, autant sur la partie cybersécurité et sur la partie intelligence artificielle, il est important de se poser la bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui notre système de formation, d'éducation est adapté aux nouveaux challenges et aux nouveaux métiers qui doivent nous accompagner dans la propulsion de nos économies? Nous mettons le cadre, c'est vrai. On met les moyens, c'est vrai. Mais il y a une réforme qui pourrait être pensée au niveau de l'éducation avec l'intégration de l'intelligence artificielle pour déjà sensibiliser ces jeunes gens à leur impact, à quelle que soit l'échelle à laquelle ils se trouvent, pour pouvoir impacter et aussi, pourquoi pas, motiver ces experts. Ça, c'est mon deuxième point. Au niveau du troisième, pour terminer, c'est important, chers confrères, ce troisième point, c'est l'employabilité et l'esprit d'innovation. Aujourd'hui, il faudrait de remarquer, de constater que depuis 2013-2014, nous avons un boom de l'entrepreneuriat. Nous avons pas mal de secteurs qui se développent grâce à l'innovation, justement, des pépites qui n'ont pas forcément attendu l'État, mais qui sont venus avec des projets, qui se sont inscrits dans la motivation. Lorsqu'on prend des exemples, la Chine, les États-Unis et même encore la France, il y a eu cette volonté forte d'entrepreneuriat et de proposition.
Aujourd'hui, il faut que notre jeunesse, il faut que notre secteur public, que notre secteur privé, ainsi que nos-mêmes gouvernements, puissent travailler ensemble pour pouvoir permettre la montée en puissance de start-up. Voilà mon point en termes d'éléments qui devraient, de manière pratique, contribuer et donc renforcer ce qui est déjà fait. D'accord, merci. Comment dire, je pense, et les amis du CE20 qui sont là, j'espère qu'ils vont dans le sens que le secteur privé et les acteurs que nous sommes essayons de faire le maximum que nous pouvons pour pouvoir apporter notre modeste contribution. Maintenant, comme le directeur privé l'a dit, et à mon avis, je pense que ça engage que moi, il faut, et ça part aussi surtout, pour ce type d'investissement-là et d'engagement-là, il faut qu'il y ait effectivement une coopération publique-privée, mais avec une volonté politique forte. Quand on regarde les pays que je mentionnais tout à l'heure, comme c'est la Corée du Sud et autres, c'est parce qu'à un moment donné, l'État a dit qu'on souhaite investir massivement dans la formation, dans la recherche et développement et dans les startups pour en faire un levier de notre croissance. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de Côte d'Ivoire en Afrique. Néanmoins, je pense qu'on a encore une marge de manœuvre assez importante pour pouvoir atteindre une taille critique où on peut se dire qu'on a des entreprises du secteur privé fortes qui peuvent investir pour se développer dans le secteur de la technologie, du numérique et de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit factuel. Si je vous demande de me donner un champion, ne serait-ce que sous-régional africain dans le domaine de la cybersécurité et de l'IA, je ne pense pas que vous puissiez m'en citer. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Les grosses startups aujourd'hui sont principalement engluées dans la fintech, elles sont basées dans l'Afrique anglophone, et c'est vrai qu'en Afrique francophone, à mon avis, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est pour ça que je salue justement l'initiative CIVA qui pousse et qui essaie justement de travailler, d'ailleurs de façon très étroite avec le secteur public, pour pouvoir créer un cadre qui permettra l'émergence de plus d'entreprises, secteur technologique, et d'avoir bientôt, je l'espère, pas une, mais plusieurs licornes ivoiriennes dans le domaine du numérique. J'aime bien cette réponse du secteur privé, je pense que tu l'as bien représenté. Les enjeux sont gros, parce que aujourd'hui, il est vrai que l'Afrique, elle n'est pas totalement. C'est vrai qu'on n'est pas en matière de cyberattaque, c'est encore des petits chiffres. L'Afrique, ça a été estimé en 2021 à 2200 milliards de pertes. Donc, c'est quand même substantiel. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais dès le moment qu'on a l'IA cyber, en ce moment-là, ils vont commencer de plus en plus à regarder l'Afrique. Et nous avons l'opportunité aujourd'hui de nous regarder. On a encore certaines bases, donc on peut mettre les bonnes bases dès le départ, de manière à ce que lorsque ces cyberattaques, parce qu'on parle de défense, ça veut dire qu'il y a des attaques. Lorsque ces cyberattaques vont se focaliser autour de l'Afrique, qu'on soit en mesure d'y répondre et de limiter les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement 2200 milliards qui représentent 10% du PIB africain. Mais imaginez si le regard était tourné vers l'Afrique, on a dit 5%, et s'il tournait le regard vers l'Afrique, imaginez ce qu'on va faire. Donc c'est effectivement un pas important. Ça va arriver. Et ça va arriver, sur lequel l'Afrique doit se positionner. Alors, on a plus assez de temps, je voudrais ouvrir les questions à la salle. Je vois deux personnes, on va peut-être voir deux, donc j'ai un monsieur ici. Moi, je vais revenir un peu à ce que celui qui gère la base de données de la présidence a soulevé. Je crois que c'est... En tant que polytechnicien, nous avons fait de l'intelligence artificielle à l'école. Je suis de la génération 2007. Nous avons fait l'intelligence artificielle. Mais quand tu sors de l'université et que tu sors de l'école et que
n'y a pas vraiment de volonté politique, comme M. Francky l'a dit. C'est un peu dangereux pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les données des Ivoiriens n'appartiennent même pas aux Ivoiriens. Les données locales sont privées au niveau même de la présidence, la base de données de la présidence. Quand on veut faire de l'intelligence artificielle, il faut de la donnée. On ne peut même pas avoir accès aux données, par exemple, de naissance, de mortalité, par exemple, de nombre de personnes malades. Et ça, c'est de l'emploi. Au nombre de véhicules qui rentrent, au nombre de véhicules flashés en temps réel. Ça, c'est cette donnée que l'intelligence artificielle utilise. Mais quand vous allez à Singapour, dans les Émirats, vous pouvez en un seul clic savoir il y a combien de personnes qui ont appelé le numéro d'urgence, combien de personnes ont été malades, combien de personnes sont rentrées, combien de personnes, combien de voitures ont été flashées, quel type de problème les gens ont en temps réel, parce que le gouvernement ont fait cela et c'est utilisé par des startups pour développer et pour créer de l'emploi. Mais quand tu reviens encore pour les caméras dans la ville d'Abidjan, une jeune start-up ivoirienne de 5-10 personnes peut développer un service comme ça parce que la technologie pour le faire existe depuis 1980. Mais ces marchés-là, au lieu de donner à des sociétés qui vont prendre 20-40 milliards, donner 500 millions à une start-up qui le fait, mais elle va commencer à grandir. Elle va commencer à grandir. Et la question Et la question, c'est qu'est-ce que l'État fait exactement pour résoudre ce genre de problème? Parce que c'est bien beau de parler d'intelligence artificielle, c'est bien de parler d'innovation, mais qu'est-ce que l'État fait en 2024? Qu'est-ce que l'État fait pour les startups? Qu'est-ce que l'État a mis réellement en place? Parce qu'on parle d'innovation, mais il n'y a rien. Le ministère est là, il a entendu. La deuxième question. Merci pour les réponses. Mon prédécesseur a développé l'aspect de l'intelligence artificielle. Moi, je vais plutôt revenir sur l'aspect de la sécurité. Je travaille beaucoup plus avec l'État de Côte d'Ivoire depuis un peu plus d'un quart de siècle. Je suis prestataire de l'État. Et pour ce que je vois, la plupart des administrations, je parle des ministères, au niveau de l'infrastructure, beaucoup de ministères, de directions de ministères, de structures sous tutelle des ministères utilisent des copies pirates des logiciels. Ça, il faut mettre le doigt là-dessus pour que vous preniez conscience de cela, puisque vous êtes à la primature et à la présidence. Ce sont des choses, on parle de marché pour les entreprises ivoiriennes, ce sont des réalités et toutes ces structures ont des budgets. Qu'est-ce qu'elles font de leur budget? Et cela revient maintenant au rôle de l'État. Justement, il y a là la primature, il y a la présidence. Dans tous les ministères, dans tous les pays. Au Japon, le développement du Japon, le Japon est devenu deuxième économie mondiale à partir du moment où le gouvernement a accompagné les industriels japonais. Aux États-Unis, ce sont les marchés publics américains, même si je n'emploie pas le terme, qui font le développement de l'industrie informatique. Alors, on ne va pas continuer de dire, oui, on va, vous l'État qui êtes là, les différents plans que vous développez, laquelle vous avez prévu, pour et surtout pour le développement du capital humain, qu'il faut retenir, non dit, il faut qu'on réfléchisse à voir comment on peut les retenir. Je vous remercie. C'était quoi la question? Que fait l'État déjà pour retenir ces talents-là? Et puis, que fait l'État justement au niveau de l'infrastructure dans les structures de l'État? Nana Césana, donc je suis CTO d'une start-up. Je voulais scénariser un petit peu tout ce qu'on a dit là, et puis peut-être que justement vous pourrez donner une réponse. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un gros problème de fuite des talents. Bon, moi je me mets un petit peu dans dans ce panier-là. Et je suis on va dire une franco-ivoirienne qui a envie effectivement de participer à cette dynamique. Et donc je vais vous donner un scénario. J'aimerais que vous puissiez y répondre. Voilà. Donc moi, Nana Césana, je suis à Abidjan. Je travaille pour une start-up qui veut développer des outils dans la cybersécurité, dans l'IA, dans la fintech. Et je suis confrontée à des problématiques d'infrastructure. Voilà. Qu'est-ce que, concrètement, vous, monsieur le représentant de l'État, vous me feriez comme, on va dire, réellement comme information?
pour que justement je puisse me sentir à l'aise dans cet écosystème. Au nom de l'État. Mais par contre, je voudrais attirer l'attention et revenir sur des points. Vous savez, ce qui se joue aujourd'hui est véritablement dangereux. Je voudrais m'adresser aux chers frères de l'UNA. C'est crucial dans notre pays et pour notre leadership africain. Lorsque nous sommes diplômés et que nous avons représenté de manière intellectuelle brillamment notre pays et que nous aspirons à faire un métier, il est très important, au-delà de la structuration et du folklore, de venir à l'information. Je prends une attitude très grave parce que demain, c'est vous et moi qui allons continuer ce qui est fait aujourd'hui. Pour des questions peut-être d'éthique ou du droit de savoir, si vous voyez que nos frontières, Burkina, Mali, Guinée, sont toujours stables, c'est qu'attention, au-delà de la cybersécurité, nous avons également la cyberdéfense. Cliquez sur des informations pour avoir le 360 de quelqu'un, et ce sont des éléments qui sont du cadre et du ressort de la sécurité et de la défense nationale. Alors, il est important d'être très méthodique. Mon point, monsieur le conseiller, est très important, parce que j'essaie de trouver les mots sans donc trahir le secret. Lorsqu'aujourd'hui on se dit start-up, première des choses, il faut venir à l'information. Des programmes jeunes, des plateformes de jeunes sont mis à votre disposition. Un. Deuxièmement, lorsqu'on embrasse un métier, c'est-à-dire la gestion de données, vous êtes de la même promotion que du confrère, et je pense un peu plus jeune, que le confrère qui est juste à côté. Il y a aujourd'hui une pépite, qui est un exemple, personne ne le connaissait. Il s'est approché et il a vu un certain nombre de choses qu'il pensait ne pas être faites, qui sont faites et qui sont en cours. Lorsque nous avons adressé les problématiques dans ce plan stratégique, nous avons parlé éventuellement de deux choses, l'innovation et la compétence, tout en mettant en place un cadre dans lequel nos jeunes pépites, et Max c'est quand même intéressant, puissent trouver une place. Lorsqu'on parlait de vidéosurveillance, ce n'est pas de la sécurité, ce n'est pas de la cybersécurité. Soyons précis, formons-nous pour parler le même langage. Si on veut faire des installations, si on veut être quelqu'un qui fait de la vidéosurveillance, il y a des marchés à foison. Juste après, vous pouvez me voir, je vous en donnerai. Mais lorsqu'on parle de la cybersécurité, devant impulser notre développement économique, il faut se garder de dire que rien n'est fait. En ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne justement les infrastructures de nos ministères, oui, nous sommes conscients que depuis fort longtemps, nos ministères travaillent en silo. Nos ministères travaillent en silo. C'est pour ça que nous avons demandé une mutualisation, premièrement. Deuxièmement, nous avons mis en place cette agence qui doit les pen-tester et nous faire des retours et appliquer ces correctifs en invitant les secteurs publics et privés à aussi participer. Après, je l'ai dit dans mon propos introductif, et il ne faudrait pas qu'on puisse penser que la cybersécurité va venir est une chose extraterrestre. Il y a l'aspect humain, au-delà de l'aspect organisationnel et technique. Les auditeurs IT, la gouvernance. Mais sans application de ces hommes, nous pourrons être mis en manne. Et oui, c'est un point qui est une réalité. Et c'est pour ça que aujourd'hui, cette nouvelle génération justement qui sont autour de moi, nous en avons conscience. Et c'est ensemble que nous pouvons donc trouver solution. Et enfin, pour donc répondre très rapidement à la start-upeuse, nous, ici, représentants de l'État, nous ne travaillons pas pour le ministère de l'Emploi. Il y a un gouvernement qui a mis en place une stratégie. C'est très important ce que je dis. Lorsqu'on parle de cybersécurité, lorsqu'on parle
d'emploi, nous avons défini les responsabilités. Je pense que je vais m'arrêter là, peut-être pour que les uns et les autres, mais je voudrais revenir sur le cher confrère, je souhaiterais le recevoir pour qu'il soit un exemple de ce que nous faisons. Lorsqu'on essaie de pouvoir apporter des impulsions, il faut se rapprocher de l'information. Merci beaucoup, cher frère. Donc, tu as donné la solution. Après le panel, voilà, ciblez-le, et puis il va vous donner la réponse. Donc, dans quelques minutes, dans 1 minute si possible. Oui, alors, juste qu'il y ait des questions, si vous avez des éléments de réponse et aussi votre conclusion. Essayons d'être le plus succinct possible. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que tout ce qu'on a dit aujourd'hui est possible si on est là. Il y a des vrais problèmes, moi je dis, votre congrès, je vous dis, tout à l'heure, avant le panel, avec mes autres collègues, je leur disais qu'aujourd'hui, moi j'ai une centaine de développeurs où je perds à peu près 25%. C'est-à-dire que chaque année, il faut former un cadre effectif. Parce que former un vrai développeur dans un environnement qu'il ne connaît pas, même s'il connaît des outils, ça prend beaucoup de temps. On a dû imaginer il y a 2 ans, en fait, la mise en place d'une académie, en fait, d'abord avec un confrère qui s'appelle Atos à Dakar, qui avait le même problème. Et donc on a créé l'Atos Académie, dans laquelle, en fait, on a recruté une cinquantaine de jeunes, en fait, qui avaient déjà un background de mouvement au informatique, et on les a formés pendant 6 mois pour leur donner ce qu'on appelle les soft skills sur méthodologie de gestion pour voir des grands projets où il faut voir des équipes sur les 5 continents et où vous devez travailler là-dessus. Et ça a été un grand succès. Et cette année, on a recommencé au niveau de l'Erano, notre groupe, on a créé l'Erano Academy. Le problème, l'intérêt, c'est qu'en plus, ce sont des collaborateurs qui sont aujourd'hui employés chez nous, qui sont professionnels dans cette académie-là. Ce qui fait une source de motivation supplémentaire, en tout cas, pour ceux qui ont tendance à s'ennuyer ou en tout cas à regarder à côté. C'est un élément, en fait, on a doublement réglé notre problème, c'est-à-dire que, on forme des collaborateurs dès qu'ils quittent les bancs de l'école, ils sont directement opérationnels dans notre environnement. Et puis deuxième, les collaborateurs, en fait, qui participent à la formation sont privés puisqu'il y a une source de... Ça les oblige d'abord à se former, à se mettre à un niveau, et puis ça leur apporte des revenus supplémentaires, il ne faut pas se donner par rapport à ça. Parce que dans une partie qui part, il y a aussi des problèmes de rémunération. Donc, comme on m'a dit d'être succès et puis de donner ma conclusion, je dirais, pour avoir travaillé chez Bouygues, on avait chez Bouygues une citation du père fondateur Francis Bouygues qui disait « Enlève-moi toute entreprise et tout mon argent, laissez-moi mes hommes, je rebâtirai d'autres empires. » Je pense que c'est ça le vrai. En tout cas, c'est la formation d'État, suffisamment d'État, capable de faire tout ce qu'on veut. Merci. 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 Très concis. J'irai dans une direction avec un triptyque que j'ai l'habitude, je pense, de marteler si on souhaite effectivement être plus avancé sur les questions de cybersécurité, mais aussi de façon générale. On a parlé effectivement en premier lieu de formation de ressources humaines, capital humain, deuxième c'est infrastructures, parce qu'il en faut aussi. Et puis le troisième point, c'est la gouvernance, l'implémentation, et puis toute la partie stratégique, comment on met tout ça. Merci beaucoup pour cette conclusion. Alors, si on devait faire un résumé, on a la fin des 5 minutes, on a étendu à 15 minutes, toutes nos excuses, mais notre discussion sur la cybersécurité liée à la défense d'Afrique a mis en lumière plusieurs points cruciaux. Notamment, on a vu l'importance de la protection des données, la création des données, d'avoir des infrastructures localement pour gérer ces données, mais dans ce cas, on a surtout mis l'accent sur le capital humain et la valorisation du capital humain que nous avons pour éviter les fuites. C'est sûr qu'on aura toujours des perditions, ça ne va pas changer parce que bon, les gens voient toujours l'Eldorado ailleurs, mais nous devons créer les conditions pour que l'Eldorado demeure ici en Afrique, demeure ici en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, mais nous devons aussi trouver le moyen pour intéresser nos talents. On a des gens qui sont très brillants, qui avancent beaucoup de choses.
On a des gens qui ont été formés ailleurs, qui sont venus, tout le panel que vous voyez ici. On est rentré en Côte d'Ivoire, on est rentré dans nos pays, et c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on veut développer. Donc il y a aussi cette volonté et il y a aussi ce mentorat qu'on doit mettre en place. Alors je suis mal placé pour dire, parce que je suis l'État, j'ai besoin de l'État, mais je suis mal placé pour dire ce qu'on doit faire de nos jeunes intelligents ici. Parfois il y en a qui sont des hackers, et ils sont hackers par la force des choses. On peut trouver aussi les moyens de les intégrer dans un système beaucoup plus productif. Alors, dans cette thèse, le message qu'il y a à retenir est que pour défendre l'Afrique numérique, nous devons adopter une approche proactive. On n'attend pas proactive, collaborative, technologique. Nous devons investir dans l'éducation, dans les infrastructures, ce qu'il est en train de faire. Il a dit tout à l'heure les questions qui sont en train de faire dans la secteur national, dans les technologies avancées. On ne peut pas se laisser passer parce qu'il y a tellement de ressources pour former, nous ne sommes pas dépassés par ça. Et cela va nous permettre de créer un écosystème numérique sécurisé et prospère. Merci à EDEC, merci à Reda, merci à toute l'équipe pour l'opportunité que vous avez donnée d'échanger. On aurait pu rester ici une heure de plus, mais je pense que toutes les bonnes choses ont été faites. Merci beaucoup. Yelele,